Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. L'actu des GAFA sera une nouvelle fois dans cet épisode avec YouTube qui va diffuser encore et toujours plus de pubs, Facebook et Twitter qui se préparent pour le meilleur comme pour le pire à l'arrivée de Joe Biden à la place de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et puis Apple réduit la commission pour les petits développeurs qui touchent moins d'1 million de revenus sur l'App Store, règle le conflit juridique du fameux Batterygate avec un très gros chèque. On parlera aussi de quelques avis pour compléter les impressions et les premiers tests du premier processeur ARM pour les Mac, le M1, dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions. Et nous parlerons encore et toujours de jeux vidéo avec Cyberpunk 2077 qui arrive sur Google Stadia, en même temps évidemment que les autres plateformes, là en décembre, avec des offres particulièrement alléchantes, les premiers tests de la carte graphique Radeon RX 6000, de l'actu avec de la PlayStation 5, mais aussi, alors tenez-vous bien, c'est digne d'une chronique des composants de 1993, un retour sur les projets de réalité virtuelle de Sega qui vont vous faire saliver. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et puis pour parler de tout cela, je retrouve Guillaume Poggiaspala qui est à l'information tech, ce que Jean-Pierre Pernaut est à l'information de nos régions dans le journal de 13h de TF1, auteur du livre Machine de jeu. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, oui, voilà, comme Jean-Pierre Pernaut, je sais pas, comme Thierry Roland, Jean-Michel Larquet à la fois, mais pour la tech. Tout ça ensemble. Tant pis, je te relivre ma réflexion que je venais de faire dans ma première version de l'intro que vous n'avez pas entendue, mais je me rendais compte que l'analogie est une fois de plus discutable parce que Jean-Pierre Pernaut va bientôt prendre sa retraite, alors que ce n'est pas prévu pour toi, sauf preuve du contraire. Guillaume, restez... Mais bien sûr que non, je suis encore jeune et fringant et vert, mais pour qui tu me prends ? Oh, je compte sur toi, merci, c'est important. En tout cas, restez avec nous cette fois-ci jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'on vous aura laissé un peu de temps, mais vous allez enfin avoir la solution à l'énigme que nous avions diffusée à l'occasion du 200e épisode. Vous pouvez d'ailleurs peut-être pendant l'écoute de cet épisode tenter de résoudre cette énigme. Rendez-vous à l'épisode 200 ou plus particulièrement à l'épisode 199 et peut-être que vous pourriez trouver quelque chose. Vous avez le temps de l'émission pour vous y plonger. Un avis Apple Podcast, Guillaume, pour montrer à quel point les gens apprécient l'émission. Excellent podcast, dit Neil BE85 de Belgique, à écouter en parallèle du Rendez-vous Tech où j'ai eu le plaisir de découvrir Guillaume. Merci pour tous ces bons moments passés à vous écouter. Merci beaucoup à toi. Pour la petite anecdote, j'ai été invité aujourd'hui dans le dernier épisode du Rendez-vous Tech de Patrick Béja, que vous pouvez écouter en complément de Tech Café. Je pense que les deux n'abordent pas exactement les mêmes sujets et tout du moins pas de la même manière. Ça vaut le coup effectivement de couvrir l'actu tech avec tous les podcasts possibles de qualité sur le sujet. Rejoignez aussi, si ce n'est pas déjà fait, la communauté sur Patreon. Vous êtes plus de 200 à en faire partie. Vous bénéficiez d'un flux privé du podcast qui est garanti pour toujours 100% sans pub et le chapitrage des émissions, mais aussi d'infos exclusives. Merci en particulier à Baptiste, à Jean-Luc Léon Dufour, Xavier Fabre et Mathieu Duval. Merci beaucoup à vous d'avoir fait la démarche de soutenir Tech Café. Nouveautés, il y a quelques petites nouveautés dans cette émission, Guillaume, à partager. D'une part, on ne peut qu'inviter nos auditeurs à rejoindre notre serveur Discord, parce que on va tendre à remplacer les discussions qui avaient lieu sur le groupe Telegram de Tech Café par des discussions sur un serveur Discord. Il y a quelques éléments avantageux sur Discord, c'est qu'on peut déjà catégoriser les rubriques. Et donc, par exemple, je donne un exemple. Si vous êtes un Apple fanboy, vous avez une rubrique Apple, et si vous détestez ce sujet, vous pouvez la masquer et ne plus être exposé à ces messages-là. Et vous pouvez donc trier l'information et beaucoup mieux suivre les échanges. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et la raison pour laquelle on a pu lancer ce serveur Discord proprement, c'est grâce à la participation d'une nouvelle personne dans l'équipe qui va œuvrer comme ça dans l'ombre, dans les coulisses de Tech Café, Mathieu, qui a passé du temps à configurer ce serveur Discord, évidemment sur le serveur en lui-même, mais aussi sur d'autres fonctionnalités, qui est une personne qui a proposé spontanément, là suite à pas mal d'écoutes d'épisodes de Tech Café, de participer à sa manière. Merci beaucoup à lui, et c'est lui aussi qui va être derrière les manettes. Tiens-toi bien Guillaume, ça devient un empire Tech Café, un compte Instagram Tech Café. Donc si vous voulez suivre des petites infos tech en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes de manière très visuelle, vous pouvez aller vous abonner au compte Instagram de Tech Café Podcast, et vous retrouvez les publications qui seront préparées soigneusement par Mathieu. Merci beaucoup à lui pour le temps qu'il passe sur ces éléments. Et on compte sur vous pour nous rejoindre sur Discord, mais sans autre forme de procès. Guillaume, on va attaquer avec nos news, parce qu'effectivement, ça fait un petit bruit dans
l'univers des créateurs de contenu en vidéo sur Internet. Et évidemment, ça passe très souvent sur YouTube parce que YouTube a annoncé, alors là, je suis estomaqué, nous proposer encore plus de pubs. Comment était-ce possible, Guillaume, de nous proposer encore plus de pubs? Il faut bien comprendre ce qui se passe derrière, je pense. Oui, la dernière fois, je me demandais si YouTube était le nouveau TF1. Faut avouer qu'au niveau des pubs, déjà, c'est pas très loin. D'autant que jusqu'ici, les pubs qui monétisaient les vidéos généraient des revenus pour leurs créateurs. Et il fallait bien sûr être dans le YouTube Partner Programme, hein, c'est-à-dire avec 4000 heures de temps de visionnage dans les 12 derniers mois et avoir au moins 1000 abonnés. Bon, la situation était pas facile tous les jours, ni pour les créateurs, ni d'ailleurs pour YouTube, pour les créateurs, parce que évidemment les revenus sont parfois un peu aléatoires, et puis pour YouTube parce qu'il doit ménager les annonceurs, éviter la monétisation de tout et n'importe quoi. Et que ça coûte très cher d'être YouTube en plus, d'héberger de la vidéo. Oui, bien sûr, mais en plus, tu te souviens de cette histoire de vidéos pour enfants algorithmiques et cauchemardesques? Oh oui, quelle horreur. Oh oui. Qui étaient monétisées, enfin bon. Donc c'est c'est un petit peu compliqué, mais là, un pas de plus est franchi, hein, puisque voilà, ça fait pas plaisir aux créateurs, puisque YouTube peut diffuser de la pub sur une vidéo qui ne fait pas partie du programme partner, mais il ne rémunère pas les créateurs dessus. Donc si vous êtes une petite chaîne, YouTube peut la monétiser quand même, mais pas vous. Donc c'est peu élégant. Ça veut aussi dire encore et toujours plus de pubs sur YouTube, hein. Des pubs de plus en plus longues, de moins en moins skippables, à ce que je constate. Bref, à un moment, je sais pas si ça va pas être un petit peu contre-productif, parce qu'il va quand même y avoir un gros risque de généraliser l'adblocker, quoi. Adblocker que Chrome va essayer de limiter, évidemment, et bon, ça va encore être une bataille. J'en suis déjà lassé, hein. Peut-être que ce genre de comportement va se retrouver peut-être en plus dans les procès antitrust, parce que c'est vrai qu'on avait dit déjà que 11 États étaient saisis par le ministère de la Justice américain pour pratiquer un outil concurrentiel, pour Google. Et donc là, il y en a 7 autres en fait qui vont déposer un recours. Donc il y a New York, la Caroline du Nord, le Tennessee, Utah, Nebraska, Iowa, Colorado. Bon, ça sent moyen, surtout que il y a l'arrivée là, ça y est, de la nouvelle administration, et elle ne fera sans doute pas de cadeau. Ouais, c'est intéressant cette histoire de YouTube parce que moi, en première lecture, je me disais encore plus de pubs. Finalement, tu sais, je sais pas si t'es toi un gros consommateur, Guillaume, de YouTube, mais moi, en ce qui me concerne, alors j'essaye de pas en consommer trop, même si l'algorithme est diablement efficace et arrive à me suggérer des choses qui, à première vue, me semblent très intelligentes, le sont peut-être pas tant que ça dans le fond, mais en tout cas me divertissent et me permettent effectivement de faire la même chose qu'avec TF1, c'est-à-dire, tu vois, j'ouvre ma boîte crânienne, je pose mon cerveau, puis je regarde du contenu en vidéo, et c'est la bonne excuse de me dire oui, mais ça me détend. Tu vois, c'est vraiment l'excuse piège, je pense, dans laquelle je tombe, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent sans doute. Et en tout cas, je suis des chaînes sur YouTube, mais ce sont souvent des créateurs qui ont déjà pas mal d'abonnés et qui sont sans doute déjà dans des programmes de rémunération. Et finalement, qu'est-ce que ça change cette pub en plus sur YouTube? Ça change que quand vous avez des petits créateurs de contenu, des petits YouTubeurs en devenir ou qui n'ont pas une ambition d'avoir une grosse audience, mais qui font des contenus un peu amateurs, pas très réguliers, qui jouent pas le jeu de l'algorithme, mais juste de la diffusion de contenu de vidéo, ce sont eux qui vont être soumis à la pub. Ce sont leurs vidéos qui vont être encore plus soumis à la pub. Donc, est-ce que le consommateur moyen de YouTube va voir plus de pubs? Finalement, je suis pas certain. Par contre, ce qui va changer de ce que j'en comprends, c'est que jusque-là, on pouvait utiliser YouTube comme étant, tu vois, le petit hébergeur de vidéos facile et gratuit pour ton petit site web ou pour certains contenus. Désormais, il faudra savoir que oui, tu pourras continuer à le faire, mais que tu auras de la pub là où tu n'en avais pas avant. Bon, voilà, c'était le petit éclairage que je voulais apporter en termes de consommation de contenu sur YouTube. Mais ça change pas que sur YouTube au niveau des usages, parce qu'évidemment, il y a deux réseaux sociaux qui sont en train de s'adapter à l'arrivée de Joe Biden prochainement à la tête de la présidence des États-Unis. C'est Facebook et Twitter qui se retrouvent face à une transition qu'il va falloir opérer, Guillaume. Oui, et ça y est. Bon, alors quand j'ai commencé le doc, en fait, c'était pas encore le cas. Mais là, ça y est, enfin, Emily Murphy a été autorisée par Trump à entamer le processus de transition Trump-Biden. Alors jusqu'à présent, l'équipe démocrate devait se débrouiller avec un Google Cloud Pro. Et bon, ils vont enfin pouvoir avoir des moyens officiels, avec une cybersécurité officielle. De toute façon, que Trump ait admis ou pas sa défaite, Facebook et Twitter auraient transféré le compte POTUS, donc President of the United States, à Biden. Le compte sera archivé, puis remis à zéro et transféré. Donc un geste qui confirme, si besoin était, que les réseaux sociaux acceptent évidemment, et avec soulagement sans doute, l'arrivée de Biden. Mais il a fort à parier que Joe, lui, il leur fera pas de cadeau. Et il a choisi Bruce Reed comme conseiller dans le domaine tech. C'est un fidèle qui a été son chef du personnel quand il était vice-président.
Or, il a déjà négocié avec les big tech, ce monsieur, et il est carrément à l'origine de la loi de protection de la vie privée californienne, un petit peu le RGPD californien, qui pourrait devenir à terme la base du RGPD américain. Et pire encore, il a coécrit un livre, il a écrit un chapitre dans un livre récent où il dénonce les carences de la section 230, critiquant le manque de responsabilité des plateformes et l'impossibilité de les sanctionner pour. Donc ça va sans doute bouger quand même dans les 4 ans à venir. Eh ben, on suivra ça ensemble, Guillaume. Mais moi, la remarque que je me faisais en voyant ça, et d'ailleurs en suivant un petit peu l'actualité américaine et autour des réseaux sociaux de ces derniers jours, c'est que je me disais que Facebook et Twitter sont devenus, et j'avais pas souvenir que c'était le cas avant, des marqueurs de reconnaissance de responsabilité de pays. Je m'explique dans le cas des États-Unis. Là aujourd'hui, bon, je pense que ça fait pas trop débat à ce stade que Joe Biden a remporté les élections, mais plaçons-nous peut-être dans d'autres pays, Guillaume, moins facilement observable sur le plan démocratique, mettez tous les guillemets que vous voulez derrière cette phrase, ou dans un avenir où les conflits entre les candidats seront peut-être encore plus importants, dureront plus longtemps, seront plus sujets à discussion, finalement, les actions de ces plateformes deviennent des marques de reconnaissance collective et sociétale de qui gouverne dans un pays. Alors évidemment, je caricature parce que c'est pas parce que Facebook et Twitter transmettent les clés d'un compte de président des États-Unis au successeur que c'est reconnu officiellement, mais tu vois, je trouve que c'est un premier pas dans la marque sociétale que ça représente pour une plateforme comme ça de confier les clés d'un dirigeant. Et je me dis, dans d'autres pays où les élections sont peut-être plus discutables, des pays où il y a des environnements peut-être moins démocratiques ou conçus tout simplement moins bien parce qu'ils sont plus éloignés culturellement de nous que ça ne l'est aux États-Unis, ça pourrait presque faire figure de reconnaissance internationale. Je ne sais pas si tu cernes la chose sur laquelle j'essaye de mettre le doigt, qui moi me fait peur en tout cas. Bah écoute, oui, bah faut dire que Facebook c'est des milliards de gens, hein, c'est comme une sorte de pays en soi quelque part. Ouais. Donc oui, ils ont une puissance énorme. De toute façon, c'est les premiers, on pourrait presque dire que ce sont les premiers médias du pays, enfin des États-Unis, et c'est un média extrêmement important dans beaucoup de pays. Ouais, effectivement. Et presque quelque part, c'est très sommaire comme réflexion, mais j'en suis presque satisfait de savoir qu'il y a d'autres environnements où il y a des réseaux qui cartonnent très fort, notamment dans des environnements comme la Chine. Alors évidemment, là encore, il y aurait beaucoup de choses à en dire. On va pas aller sur ce terrain-là du tout. On va rester sur nos petits GAFA parce que on a Twitter qui nous a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui se propage petit à petit et qui s'active sur tous les comptes à l'international, en tout cas sur mobile. Ce sont les fleets sur Twitter. Alors Guillaume, qu'est-ce que c'est que les fleets ? Ah bah écoute, Twitter se la raconte en story, d'après ce que j'ai compris, hein, ils viennent d'introduire Fleet, donc une manière de publier du texte, des photos ou des vidéos qui ne seront plus visibles 24 heures plus tard. Donc tu peux aussi fleeter un tweet d'ailleurs, hein, tu peux le supprimer quand tu veux. C'est bon, j'ai rien raté, c'est pas comme si je publiais des tonnes de stories, moi, tu sais. C'est ça, c'est bon, je valide. C'est bon. Donc les débuts ont été compliqués, hein, remplis de bugs et de photos de chats, et de fleets qui survivent d'ailleurs plus de 24 heures, mais bon, c'était par des moyens détournés, c'était plus ou moins un bug. À noter que Twitter conserve vos fleets périmés pendant 30 jours, lui, plus s'ils sont problématiques et qui requièrent une sanction de leur part. Donc selon Twitter, les fleets permettraient de réduire la pression, hein, pour rentrer dans une conversation, pour interagir sur le réseau. C'est une place naturelle aussi pour tout le contenu qui est par essence éphémère, hein, qui passe beaucoup par Twitter, des trucs sans vraiment beaucoup d'importance ou de portée. Et Twitter va donc dynamiser l'interaction brève et spontanée. Il assure que les gens pourront aussi modérer ces conversations-là et gérer les inévitables trolls. Bah, bien sûr, il y a aussi une inquiétude. C'est-à-dire, déjà, si on fleet un tweet, enfin, si on fleet un de tes tweets. Oui. Et oui, si on fleet, il va falloir s'habituer à ça. Oui, j'ai du mal déjà. Oui, on fleet un si tweet. on fleet un de tes tweets, tu n'es pas prévenu, il me semble. Donc, se pourrait-il que, voilà, c'est bon. Pour l'instant, c'est un truc qui est, je crois, pas corrigé. Donc, se pourrait-il que les fleets ouvrent la voie à des nouvelles campagnes de cyberharcèlement qui sont à la fois silencieuses et éphémères, donc difficiles à détecter. Donc, même si Twitter travaille sur le sujet, hein, même si c'est résolu, si ce truc-là est résolu, ben, on se souvient quand même tous de l'affaire de la Ligue du LoL. Que se passerait-il si ça avait été à base de fleets ? Donc, bon, bah, il y a, effectivement, c'est peut-être une bonne idée d'un point de vue marketing, après, je sais pas.
Je me demande vraiment si ça peut être un problème réel, parce que à partir du moment où une personne est ciblée, dénigrée, fait partie est la cible d'une campagne de cyberharcèlement, finalement qu'elle soit pas notifiée par la publication d'un message, in fine, si jamais ça lui est nocif, elle va être exposée à ça, et qu'elle soit notifiée par un message au départ ou pas, finalement, je sais pas si ça changerait grand-chose. Je me dis aussi que ce cyberharcèlement, il pourrait être le cas aussi sur Instagram, qui est la plateforme sur laquelle il y a les stories publiquement les plus nombreuses et les plus visibles. J'ai la naïveté de penser que les usages vont à peu près bien gérer ça. Moi, je me posais la question plus prosaïquement de la question de l'utilité d'un fleet, parce que on est d'accord, sur Instagram, t'as des publications classiques, qui soient photos ou vidéos, qui durent longtemps, qui sont là pour s'inscrire dans le temps, et à contrario, la story, qui est donc une fonctionnalité qu'Instagram a piquée à Snapchat, vient en complément et donc vient inscrire une forme de contenu éphémère. Ok, là je comprends la complémentarité. Mais sur Twitter, la base, c'est que le tweet, certes, il peut laisser une trace dans l'histoire, il peut être repartagé dans des articles, il peut être déterré, comme on le fait parfois quand on analyse des comptes Twitter de politique qui émergent dans nos gouvernements. Mais malgré tout, ça reste dans l'immense majorité des contenus éphémères, je trouve, les tweets, ou en tout cas dont la vocation et la visibilité est de très courte durée. Quelle est la complémentarité avec les fleets ? Donc je me suis vraiment posé la question, et puis pour aller au bout de ma réflexion, j'ai quand même trouvé une idée d'utilisation que je trouvais sympa. C'est que tu as le compte de Patrice Hilaire sur Twitter, qui est une personne qui fait une veille tous les matins pendant 1 heure. Il envoie quelques tweets de choses qui l'ont marqué, donc c'est une veille qui, d'un point de vue des réseaux sociaux, peut être assez intéressante. Et si tu as manqué les diffusions de Patrice Hilaire et que tu es actif sur Twitter, tu es complètement noyé et tu vas pas remonter ton fil pour aller voir ses publications. Et ben, comme en ce moment il y a pas trop de fleets, tu vois les fleets de Patrice Hilaire remonter pendant 24 heures, et tu as une manière comme ça d'épingler les tweets que tu veux particulièrement soumettre en avant à ta communauté. Et je trouvais ça, d'un point de vue usage, assez intéressant. Est-ce que ça va suffire ? J'en sais rien. En tout cas, je me dis que l'article qui a été voté par l'Assemblée nationale vendredi dernier, Guillaume, qui empêche, ou en tout cas qui condamne ceux qui peuvent diffuser des photos de forces de l'ordre sur les réseaux sociaux, est-ce que il va y avoir des problèmes si on flitte des flics ? Voilà. Non, c'était tout ça pour le jeu de mots, c'était pas très bon, je suis désolé, Guillaume. Mais c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question, mais c'était juste pour le jeu de mots, et en plus, il est pas très bon. Bon, écoute, on va mettre cette rubrique de côté, Guillaume, on va plutôt passer à une rubrique qui plaît à au moins une bonne partie de nos auditeurs, qui est une rubrique sur Apple. Alors, vous le savez, hein, dans Tech Café, on aime bien dire du bien d'Apple. Parfois, d'ailleurs, on fait même pas venir Guillaume Poggiaspala dans les épisodes où on veut vraiment dire que du bien, et on veut être entre fanboys. Et puis, on aime bien aussi le regard critique de Guillaume à ce sujet. Et en tout cas, on a plusieurs infos qu'on va mettre à l'aune de ton jugement, justement, et de ta perception des choses et de ton arbitrage. Première chose, la réduction de la commission Apple qui a été annoncée. Rappelons-le, 30% sont prélevés pour les développeurs qui mettent à disposition leur application sur l'App Store. Mais évidemment, on va pas refaire la chronique d'Epic qui distribue Fortnite, qui a retiré Fortnite, ou plutôt qui s'est fait bannir Fortnite de l'App Store parce que ils ont essayé de outrepasser ces conditions-là. Bon, Apple a présenté ces derniers jours une proposition de réduction de cette commission, mais pas pour tout le monde, Guillaume. Bah, il a fait un geste pour les petites entreprises. Donc, si vous faites moins d'1 million par an, ce qui est notre cas au passage d'ailleurs, enfin, il me semble. Oui, c'est vrai. Vous pouvez avoir accès donc au App Store Small Business Program à partir du 1er janvier. Et vous ne devez Apple que 15% sur le prix de l'app et les achats in-app. Donc c'est un gros geste, hein, car ça concerne la majorité des devs, en fait, évidemment, de l'App Store. Il faudra faire la demande. Si votre chiffre d'affaires dépasse le million, vous sortez automatiquement du programme. Alors, est-ce que c'est un beau geste ? Bah, c'est un bon coup de pouce aux petites boîtes, sans doute, hein, mais c'est aussi un aveu, peut-être, en creux, qu'Apple les ponctionnait trop depuis 10 ans. Et que maintenant que ça hurle un petit peu de tous les côtés, on va changer tout ça. Et évidemment, ceux qui hurlent le plus fort, bah, ils font souvent plus que le million. Spotify et Epic se sont insurgés contre cette décision. Non seulement elle admet que ces taux étaient trop élevés, mais en plus elle brise désormais ouvertement l'équité entre développeurs.
Enfin, en tout cas, elle brise l'égalité entre développeurs. L'équité, c'est un autre sujet. Mais bon, pour Tim Sweeney, c'est une manœuvre machiavélique, classique, pour diviser les développeurs, les monter les uns contre les autres. Et chez Spotify, on dénonce une politique arbitraire et capricieuse, je cite, ils espèrent que les régulateurs ignoreront l'attitude factice d'Apple. Quoi qu'il fasse, Apple est dans le viseur des deux côtés de l'Atlantique, il y a un véritable syndicat de grosses boîtes qui s'est monté contre lui, avec non seulement Epic, mais je rappelle aussi Deezer, Tinder et Mythic. Son business model est-il pour autant en péril? Je sais pas, en tout cas, puisqu'on parle du contentieux Epic/Apple, la Maldonne venait surtout de l'obligation de passer sur la plateforme Apple pour les achats in-app avec Fortnite, donc comme tu l'as dit, mais avec la pandémie et l'obligation de tout digitaliser, payer 30% à Apple pour avoir le droit de présenter ses sessions de yoga ou ses cours de musique en ligne, ça fait un petit peu mal où je pense. Alors Apple, pour pas avoir l'air de vampiriser les PME, avait suspendu jusqu'en décembre 2020 l'obligation de proposer des expériences payantes, ces expériences de groupe en particulier, via des achats in-app. Donc, alors décembre évidemment arrivant, et l'épidémie étant plus en forme que jamais, surtout aux États-Unis, fait qu'Apple finalement reporte la deadline à juin 2020, sans garantie que le moment soit plus opportun d'ailleurs. Et à ce moment-là, je suppose qu'il y en a encore d'autres qui vont gueuler. Ouais, sur cette réservation d'événements via achat in-app, je pense que ça pourrait être un des sujets sur lesquels ils pourraient lâcher. Tout comme ils ont lâché un petit peu la bride sur la commission pour les petits développeurs. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que en fait, c'est un geste à la fois très facile et très malin de la part d'Apple parce que finalement, ils réduisent très très peu leurs revenus. De faire cette réduction fait qu'ils réduisent de quelques pourcents leurs revenus globaux sur l'App Store. Donc, c'est très malin. Et en termes d'image, moi, je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de la part des contradicteurs d'Apple sur ce sujet-là, en tout cas, parce que finalement, ok, il n'y a plus l'égalité, mais je trouve ça presque plus sain qu'au lieu d'avoir une égalité entre tous les développeurs, que les petits développeurs payent un petit peu moins et que les gros développeurs payent un petit peu plus. C'est un petit peu le fonctionnement de certains systèmes fiscaux dans certains pays pas si lointains que les nôtres, je crois. C'est vrai, tout à fait. Mais du coup, tu valides complètement l'appellation de la taxe Apple. La taxe Apple, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça devient une taxe. Tu revois ça comme si c'était un impôt. C'est vrai. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, bon, voilà. Quelque part, oui, quelque part. Est-ce que c'est si grave que ça? Je sais pas. C'est un vrai débat. Ça fait partie de ces sujets qu'on aimerait bien continuer à développer avec vous en discussion. Pourquoi pas sur Discord? Vous avez le lien dans les notes de l'émission. On va continuer à parler d'Apple parce qu'il y a quelques années maintenant, ils ont eu un gros problème Apple, c'est le Battery Gate. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, ou pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, rappelons que Apple avait bridé le fonctionnement de certains iPhones. Ils avaient ralenti la vitesse de certains processeurs de leurs iPhones lorsqu'ils constataient que les batteries étaient un petit peu endommagées ou usées ou en tout cas avaient beaucoup fonctionné pour justement préserver la durée de vie de la batterie. Intention qui, sur le plan technologique, est pas inintéressante, mais qui était particulièrement problématique parce qu'elle n'avait pas été communiquée et que ça avait été découvert sans qu'il y ait eu une communication officielle de la part d'Apple. Et c'est évidemment un très très gros problème de se rendre compte qu'il y a eu un peu entourloupe sur les usages d'un produit qui est censé nous appartenir. Ça me rappelle d'autres discussions qu'on a eues, Guillaume, dans de précédents épisodes. En tout cas, Apple a trouvé une solution à ce problème. Oui, il faut se rappeler qu'en fait, les iPhone 6 et 7 qui étaient concernés pouvaient carrément s'éteindre aléatoirement. Parce que, en fait, il faut réduire les à-coups du processeur, ça résout le problème. Donc, globalement, il faut les ralentir beaucoup. Et en fait, on les ralentissait pas mal puisqu'on parlait de 600 MHz au lieu de 1,4 GHz pour les processeurs à l'époque. C'est un phénomène que je connais bien. Moi, j'avais la même chose sur mon Mate S et surtout en hiver, quand les batteries commencent à faiblir et que le processeur demande, tu sais, quand il entre en boost, là, quand tu lui demandes un truc, il rentre en mode boost, donc il tire sur la batterie un petit peu plus fort et si les batteries sont un peu usées, elles peuvent carrément se mettre en rideau, quoi. Donc, ça, évidemment, à l'époque, ça avait été aussi interprété comme une obsolescence programmée, puisqu'on avait pensé que Apple ralentissait les téléphones de manière quand même notable, pour te pousser à en acheter un autre, tout bêtement. Et donc, ça avait été très très mal perçu. Apple avait proposé des batteries neuves à $29, mais il y avait quand même eu des procès avec une class action et avec des particuliers, qui a été résolu à l'amiable d'ailleurs pour $500 millions en début d'année, c'était donc 90 millions aux frais d'avocat, ça m'a beaucoup plu. Mais bon, il y avait mieux, puisque Apple s'est aussi fait attaquer par 34 États pour avoir caché et le ralentissement et la dégradation des batteries. Donc c'est ce qui vient de lui être aussi, c'est le cas qui vient aussi d'être résolu à l'amiable, pour $113 millions supplémentaires.
C'est quand même ballot, parce que bon, ça aurait été si simple de mettre un réglage et 2 lignes de texte. Franchement, tout le monde aurait applaudi de leur prévenance, mais non, là, ils ont voulu tout faire en scred, prendre des décisions dans le dos des utilisateurs pour leur propre bien, mais ça n'a pas marché. Ça fait cher l'économie des 2 lignes de texte d'information, effectivement. Écoute, c'est presque un aveu d'erreur. Je pense qu'à ce stade-là, quand tu signes ce type de chèque, c'est que tu sais que tu peux avoir plus gros à perdre à laisser perdurer le sujet, et tu reconnais que voilà, t'aurais pu faire les choses autrement. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète, sans vision plus juridique que ça. Bon, en tout cas, les Mac avec processeur ARM ont des performances incroyables. On l'a dit, c'est top. Et d'ailleurs, les développeurs se jettent sur cette techno pour proposer des nouvelles versions de leurs applications compatibles avec les processeurs ARM. C'est vraiment la fête en ce moment sur ce sujet, Guillaume. Oui, alors les Mac M1 sont performants, mais encore faut-il avoir les apps natives pour en profiter au mieux, quoi. Donc si Chrome est ton navigateur, c'est gagné. C'est gagné, mais c'est mal, il faut utiliser Firefox, je le dis à chaque fois. Mais bref, Google vient de republier donc une version ARM de son navigateur. Chrome, qui au passage d'ailleurs vient d'annoncer le plus gros gain de performance depuis des années, qui va affecter une priorité aux onglets actifs, et il se charge 25% plus vite au démarrage, il charge aussi les pages 7% plus vite, et il utilise moins de RAM. Il y a aussi une recharge d'onglets, donc que du bonheur. En tous les cas, Edge et Firefox, eux, ne sont pas encore disponibles, ils le seront bientôt, ils sont encore en développement à cette heure-ci, comme Brave et Vivaldi d'ailleurs. Donc alors bon, quelles sont les apps dispo et celles qui le seront bientôt ? Il y a un post sur MacG qui vous répond, il y a déjà pas mal de trucs. Il y a Writer, il y a la suite Omni machin truc, il y a TweetDeck, Pixelmator, il y a à peu près tous les trucs Adobe, Cinema 4D, Quicken, il y a World of Warcraft. Donc il y en a pour le moment quand même beaucoup plus qui marchent via Rosetta, mais il y en a aussi qui ne marchent pas du tout. Et parmi eux, il y a quand même des pointures, puisqu'il y a AutoCAD, il y a R, il y a Docker, il y a Modo, il y a pas mal de soft audio aussi, il y a les drivers pour les tablettes graphiques Wacom, et bien sûr tout ce qui est virtualisation, donc VMware, VirtualBox, etc. Et en fait, il y a un article de Forbes qui parle aussi d'instabilité sur certains logiciels qui marchent via Rosetta, donc il y a Edge, Outlook, il y a les pilotes de caméra Logitech, il y a la manette Xbox qui marche très bien, il y a des qui marchent pas bien, il y a des dysfonctionnements avec des logiciels de backup, il y a WinZip, il y a Skype, il y a Adobe Reader. Donc l'article recense aussi des déconvenus de pas mal d'internautes avec Google Drive, MATLAB, Autodesk, Revit, et des problèmes avec des logiciels a priori compatibles, comme la suite Adobe, Microsoft Teams, Steam, etc. C'est un des trucs dont on parle un petit peu moins, mais apparemment, quand même, il y a des soucis de compatibilité. Et au niveau perf, ces impressions notent aussi une expérience très dégradée sur Edge, moins sur Outlook, quasiment aucun problème sur Office. Slack, par contre, est horrible, donc il y a une très très grosse variabilité quand même dans la vraie vie apparemment, avec Rosetta. Et au passage, l'autonomie constatée par l'auteur, elle est très très loin des 20 heures annoncées en grande pompe par Apple, puisque c'est 4h30 plus tard, après la charge, le gars s'est déjà trouvé avec 10% de sa batterie, et tout ça après de la bureautique et 3 visios. Donc c'est quand même pas complètement miraculeux. Et alors évidemment, en théorie, Rosetta est là, donc tout va bien, le M1 est assez puissant pour encaisser les pertes dues à la traduction, en pratique c'est beaucoup moins clair. C'est un article qui donne d'ailleurs totalement raison à Cassim, qui nous recommandait, je le rappelle, de ne pas acheter de Mac du tout en ce moment, à moins d'être prêt à essuyer les plâtres avec le M1, ou acheter un Mac Intel, qui est une architecture qu'on dirige gentiment mais fermement vers la benne. Ouais, c'est vraiment une mauvaise année pour recommander le Mac, sauf si évidemment vous savez ce que vous faites, que vous avez bien étudié le sujet. Peut-être qu'en écoutant Tech Café, ça vous permet de vous faire une opinion dans un sens ou dans l'autre. On est dans une phase où vraiment il y a une vraie transition, et c'est là où on voit les effets de bord négatifs de cette transition, c'est dans la compatibilité des applications. J'ai pas trop de doute, si tu veux, sur le fait que ces applications-là, elles vont s'adapter, elles vont se corriger et elles vont régler les problèmes. Donc c'est vraiment un point qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que autant d'un côté on a eu plein d'avis très positifs, autant c'est sans doute pas l'absolue réalité, parce qu'évidemment tous les sites d'information, les podcasts aussi, se sont jetés sur les performances incroyables des M1, probablement à juste titre, mais effectivement il faut être complet pour relayer ce qui se passe en ce moment dans cette période de transition. Allez, j'ose espérer quand même que dans 1 an, dans 2 ans, évidemment tout ça sera derrière Apple et derrière les utilisateurs, et qu'il y aura plus ces problèmes-là.
il faut se placer dans le futur. Moi, il y avait une dernière question que je voulais te poser au sujet des M1, Guillaume, et peut-être que tu vas m'y répondre à l'occasion du prochain sujet que tu vas relayer, puisqu'on va changer de rubrique, on va parler de nos processeurs, des puces et des hommes. C'est la performance du M1. Je voudrais revenir sur un point de détail qu'on m'a déjà soulevé. Est-ce que la performance énergétique des M1, qui est relativement importante, comme on l'a dit dans le précédent épisode, tient principalement à la gravure en 5 nanomètres ou dans l'architecture qui fait que, en gros, il y a ce système où tout est concentré sur un espèce de métacomposant, ou est-ce que c'est l'association des deux, ou même, quatrième réponse, est-ce que c'est l'association de tout ça, plus la conception du système d'exploitation conjointement par la même entreprise qui permet d'obtenir ces performances-là? Est-ce qu'on peut espérer avoir des performances aussi impressionnantes sur les PC classiques dans l'année à venir? Oui, alors justement, on a toutes les deux sujets suivants pour répondre à ça. Mais effectivement, il y a un petit peu tout ça, et effectivement, il y a la finesse de gravure, il y a le savoir-faire des ingénieurs, il y a aussi l'intégration effectivement du système et enfin du hardware et du software, mais surtout, il y a beaucoup d'amour. Oh, c'est beau. Si je peux mettre une petite musique de fond, là, peut-être vous entendez une petite musique de fond. Donc... Mais il faut. Donc ouais, parce que bon, effectivement, dans Ars Technica, il y a eu une interview des cadres qui ont été chargés de la transition Intel ARM chez Apple. Donc il y avait Greg Josiak, qui est un vétéran, qui a rejoint Apple en 86. Il y avait Johnny Srouji, qui est vice-président hardware et qui bosse sur les CPU A quelque chose depuis le A4. Et puis il y avait Craig Federighi, donc qui a été chez Next, qui est vice-président de l'ingénierie logicielle, il était directeur logiciel pour OS X. C'est lui qu'on voit dans les photos où tu sais, le mec il ouvre le Mac. Il est éclairé comme ça par une magnifique lumière rose. Et voilà, bon, donc c'est ce mec-là. Air Force One. C'est vraiment, voilà, donc c'est lui la tronche, en fait, du M1, c'est le visage du M1, quelque part. Donc c'est une interview qui est pas extrêmement intéressante, d'ailleurs. C'est ce que bon, ces stars chez Apple ont quand même bien ingéré, comme ça, bien intégré le vocabulaire corporate, hein. Ouais. Quand on leur demande pourquoi maintenant, pas question d'avouer qu'Intel chie dans la colle, tu sais, mais le Mac est l'âme d'Apple. Et on voulait faire le meilleur produit possible. La question n'est pas ce que les autres peuvent faire ou pas, c'est ce que nous pouvons faire pour obtenir le meilleur produit possible. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé quand Joss dit « We don't do cheap. Cheap is for other people. Because we try to build better products. » Voilà. Ils ne font pas des trucs pas chers, ils font des trucs meilleurs. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas de fric, il reste la merde faite par les autres constructeurs. C'est vrai que c'est ce que ça veut dire. C'est un petit peu ça. Bon, voilà, en essayant d'aller au-delà de cet incroyable melon que semblent avoir tous les interlocuteurs Apple, on glane quelques maigres infos. Le travail sur les CPU ARM qui ont donné le M1 date d'il y a une dizaine d'années. C'est pas hyper étonnant, c'est l'âge du A4, un peu ou pro. Le A14 est une base, mais le M1 est optimisé pour les charges typiques du Mac, et pas des iPads. Donc l'architecture de mémoire unifiée est aussi vue comme un progrès décisif, qui évite les allées et venues des données, qui permet à toutes les unités hétérogènes du système sur puce de travailler ensemble et de manière optimale. Bon, ok, ça restera aussi la vitesse du GPU, puisqu'elle doit se contenter de DDR4 quand elle pourrait avoir de l'HBM2, mais ça pourrait être un souci avec une carte, disons, plus puissante que ça, mais ça n'est pas même avec une carte intégrée. Et après, on verra s'ils veulent aller plus loin ou pas. Le GPU minimise ça d'ailleurs en utilisant la technique de PowerVR, donc ceux qui ont lourdé il y a quelques années pour faire leur propre puce, c'est le Tile-Based Rendering. Donc en deux mots, en fait, qu'est-ce que c'est le Tile-Based Rendering? Bon, c'est toujours intéressant à voir. En gros, tu fais une grille sur ton image, là tu fais une grille, et tu rends l'image par petits morceaux. Donc au lieu de la rendre d'un coup. Donc on commence par regrouper les triangles par position, on les trie en fonction de l'endroit où ils sont, pour que les triangles dans une case ou autour soient proches en mémoire et donc faciles à aller chercher. Et donc sur un petit carré de 16 par 16, disons, pixels, on n'aura qu'un nombre assez faible de triangles et de textures à gérer. Donc il n'y aura pas à faire beaucoup d'accès à la mémoire. Donc on va faire tout le pipeline graphique jusqu'à l'image finale pour cette case, et créer un petit morceau de l'image définitive qu'on va stocker dans le frame buffer. Puis on va faire ça par tous les petits morceaux. Et en gros, on utilise le fait qu'il y a une cohérence spatiale dans les images. C'est-à-dire que dans une image, oui, tu vois, on utilise la cohérence spatiale en fait des images pour limiter les accès mémoire. Alors c'est malin, ça marche très bien dans les jeux. Après, ça marche plus si on fait du calcul général en CUDA ou en OpenCL, mais pour les jeux, c'est très efficace et c'est couramment utilisé évidemment dans les téléphones depuis des lustres. Et on apprend aussi d'ailleurs qu'il y aura une sélection des apps iOS pour les Mac M, donc pour fluidifier l'expérience, et que Windows on ARM c'est pas pour tout de suite, de même que Linux on Mac d'ailleurs, malgré les souhaits de Linus Torvald sur ce point.
Donc les systèmes Intel sont pas abandonnés tout de suite, hein, néanmoins. macOS et les logiciels existeront et resteront disponibles de manière identique sur les deux plateformes pendant encore très longtemps. Ils seront compilés ensemble en vrai. Donc il n'y a pas moyen d'apprendre par contre quoi que ce soit de précis sur les futures machines, même s'il est bien évident qu'on est en présence de la toute première génération, c'est le M1, hein, on a bien compris. Et donc on pourrait faire parler les puces, hein, puisque les hommes parlent pas tant que ça, parce que cette fois c'est AnandTech, donc site de référence qui a mené une batterie énorme de tests, hein, sur le Mac Mini. Et le Mac Mini il est intéressant parce que si les MacBooks ont la même puce, donc à 1 cœur de GPU près, hein, pour le MacBook Air, le Mac Mini, c'est un PC de bureau, donc il va thermiquement et niveau consommation, c'est un truc qui bride pas le processeur. C'est sa meilleure incarnation. C'est là il peut se donner sans retenue, tu vois, et donc c'est là qu'il va donner les meilleurs résultats de toute façon. Donc AnandTech apporte aussi des précisions bienvenues d'ailleurs, puisqu'ils ont analysé le truc. Le M1 est un processeur 8 cœurs, mais asymétrique. Donc il a 4 cœurs puissants et 4 cœurs économes. Donc il est confirmé désormais que les 8 cœurs peuvent fonctionner tous ensemble. Le gain de performance par contre avec le deuxième cluster se situe entre 20 et 30%, de ce qui est pas négligeable. Donc c'est un octocore un petit peu particulier, mais c'est quand même un octocore. Donc il y a 4 cœurs, les 4 cœurs moins puissants donnent un petit bonus quelque part comme ça. Donc la fréquence des cœurs Firestorm a été mesurée à 3,2 GHz, et celle des Ice Storm a été autour de 2 GHz. Donc des valeurs qui sont un petit peu supérieures au A14, donc, et le cache L2 serait de 12 mégaoctets. Le TDP de la puce du M1, dont le Mac Mini, sera autour des 24 watts. Et la mémoire utilisée, c'est la LPPDDR4 4266 avec un bus mémoire de 128 bits, ce qui donne une bande passante de 68 gigaoctets par seconde. Donc c'est beaucoup dans les tests, hein. Un cœur M1 peut lire la mémoire à 58 gigaoctets par seconde et écrire à 33 gigaoctets par seconde. Ça veut dire qu'on sature presque le contrôleur mémoire. C'est très très rapide, hein, et ça explique aussi une partie des performances du M1 quand il s'agit de manipuler des gros volumes de données. Le fait que la mémoire soit inclue sur le package n'est peut-être pas étrangère à ce succès. Tu sais que la mémoire, elle est carrément sur la puce, c'est pas des barrettes. Donc AnandTech utilise aussi Cinebench et Geekbench, hein, avec des résultats qui sont proches de ceux qu'on a déjà donnés dans le précédent épisode. Mais il utilise aussi les suites Spec-Inc et Spec, alors les suites Spec en fait, je vais y arriver. Donc les suites Spec, rien à voir avec le jambon, hein, c'est Spec-Int et Spec-FP qui regroupent plein de tests qui sont entre guillemets réalistes, hein, parce qu'ils font de l'encodage de 164, de la compilation avec GCC, de l'exécution de Perl, du calcul mécanique quantique, du rendu avec PowerVret, de la compression BZIP, de l'optimisation, de la génétique, etc., etc. Donc c'est un truc très très varié. Et donc Spec-Int est la suite pour tester plutôt les manipulations sur les entiers, et Spec-FP pour floating point, c'est plutôt les calculs mathématiques et scientifiques et tout ça. Donc ça donne une bonne idée des perfs du prof en natif, hein, en plus, puisque ces tests sont multiplateformes et qu'ils peuvent être recompilés sur ce qu'on veut, donc ils ont été recompilés par AnandTech pour le M1, et puis ils ont été aussi exécutés via Rosetta pour avoir une idée. Donc il y a 2 sets de Spec-Int, hein, de 2006 et de 2017, et bon, alors, pour faire simple, dans le test de 2006, le M1 domine tout le monde, y compris le Ryzen 9 5950X, pas de beaucoup. Par contre, il bat nettement le Tiger Lake i7 1185G7. Dans le test 2017, par contre, c'est un peu différent, il est un cheveu en dessous du Ryzen, et il est un petit peu au-dessus du Tiger Lake. Donc, alors en multicœur, les performances brutes du CPU complet, hein, donc c'est-à-dire vraiment tout le CPU, là c'était un seul cœur, là, donc avec tout le CPU, le M1 est au niveau d'un Ryzen 9 4900 HS, qui lui consomme 35 watts. Donc il est même meilleur en calcul scientifique en fait, hein. Il faut aller jusqu'au Ryzen 7 3700X pour trouver mieux en la matière, et c'est quand même un processeur qui a 8 cœurs à 3 Go 6 et qui consomme 65 watts. Quant à Intel, bon, humiliation suprême, le M1 n'a même pas besoin du petit coup de pouce de ses 4 cœurs Ice Storm pour battre le Core i7 1165G7, hein, qui consomme pourtant 28 watts, soit un peu plus que le M1. Donc le Core i7 est un 4 cœurs à 3 GHz, donc à fréquence égale, les performances sont très légèrement en faveur d'Intel en calcul entier et légèrement en faveur d'Apple en calcul flottant. Donc les 8 cœurs du M1 ne sont battus que par les 8 cœurs à 3 GHz du Ryzen 9 4900 HS, et encore pas en flottant, mais pour 35 watts contre 24. Donc en gros la messe est dite, hein, Intel est dans les choux. AMD est quand même mieux positionné, mais il n'offre pas encore une efficacité énergétique aussi bonne. Donc le M1 est le meilleur rapport performance-prix dans ce segment de consommation. Attention, dans ce segment de consommation, parce que n'oublions pas que c'est un CPU de portable léger à la base. Hein. Parce que pour avoir nettement mieux qu'un M1, il faut taper dans les gros CPU pour PC, de bureau, hein, comme les Ryzen 5 5600X ou 5800X. Mais après, c'est des trucs qui consomment entre 65 et 100 watts. Donc pour un premier processeur, c'est vraiment remarquable. Les performances en calcul flottant sont même carrément surprenantes.
Alors il y a même aussi d'ailleurs des tests GPU aussi, parce que j'avais dit que je voulais bien voir un vrai jeu commercial pour me faire une idée de ce que ça donne. Et ben c'est chose faite, puisque Rise of the Tomb Raider, un blockbuster relativement moderne, tourne à 40 fps en very high 1080p avec FXAA, donc c'est nettement plus qu'une Radeon 560X. Donc c'est quand même pas mal, il faut aller chercher une GeForce 1650 pour avoir nettement mieux. Donc en gros, vous avez une GeForce 1050i dans le processeur. Donc autant dire que les Iris et Vega qui sont intégrés chez AMD et Intel, elles font pas les malines, elles se font toutes petites. Donc après, c'est tout ce que ton Mac Mini pourra jamais espérer dans sa vie. Alors bon, autant partir un petit peu fort, quoi. D'ailleurs, vous me demanderez, est-ce que Tomb Raider existe déjà sur ARM ? Non. Est-ce que Tomb Raider existe déjà sur ARM ? Non, justement. Ces performances sont obtenues à travers Rosetta. Donc, mais par contre, c'est vrai que les perfs GPU sont identiques, si on en croit les comparaisons faites avec GFX Bench natif et Rosetta. Donc dans le scénario où Tomb Raider n'est pas CPU limité, ça change pas trop la donne en vrai. Après, Tomb Raider, c'est aussi un peu le seul titre AAA de service, quoi. Steam semble marcher assez mal en ce moment. Ouais. Et donc, si vous voulez jouer à des jeux vidéo sur M1, ça sera sans doute sur des jeux iPad pour un petit moment. Et d'ailleurs, Anantech aussi a mesuré l'impact de Rosetta sur les performances des benchmarks SpecInt, pour avoir une idée générale. Et oui, il y a un impact et il est très variable. On est entre 10% et la moitié de performance en moins, selon les cas. En moyenne, ça se situe... Disons qu'on a entre 70 et 80% de la vitesse native, en moyenne. Donc il y a un impact certain. Le M1 est un CPU rapide, donc au quotidien, la plupart des logiciels traduits resteront probablement confortables à utiliser. Par contre, l'encodage H264, par exemple, est particulièrement impacté dans les tests. Donc en prod, ça risque de pas être complètement idéal, quoi. Donc en conclusion, le M1 est un excellent CPU. C'est le meilleur dans sa gamme pour le moment. C'est un nouvel entrant qui va sans doute stimuler la compétition et ça va sans doute donner des produits encore plus cool dans le futur. Bon, par contre, il faut vraiment qu'Intel se réveille, clairement. Alors, techniquement, donc c'est un excellent processeur, il n'y a rien à dire. Après, ce niveau de performance et ce rapport performance-consommation, il n'est pas gratuit. Il faut voir qu'un Mac Mini M1, c'est 800 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, et aucune capacité d'extension. Donc en gros, si tu veux un truc qui va durer un peu, tu prends 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et c'est 1259 €. Alors, et un seul écran externe supplémentaire, je crois, on est limité en nombre d'écrans supplémentaires. C'est important aussi à dire ça, je pense. Pour les pros, oui, ça peut être important, tout à fait. Et moi, je me suis demandé, Amos, pour 1259 €, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes en échange en face, chez le concurrent d'en face ? Je suis allé sur matériel.net, je peux aller très loin, et donc pour un peu moins cher, pour 1139 €, je te fais un Ryzen 5 3600, c'est-à-dire avec 6 cœurs à 3,6 GHz, donc franchement pas loin, voire équivalent à un M1 qui a 4 cœurs à 3,2 GHz et un cluster bonus. J'ai 16 Go DDR4 pareil, mais j'ai 1 Teraoctet de SSD NVMe et surtout, j'ai une 1660 Super à 6 Go de VRAM qui, bon, malgré les perfs très honorables du M1, l'enterre complètement. Faut pas exagérer quand même, tu vois. Bon, le tout, évidemment, dans une grosse boîte pas très belle, c'est vrai. Mais... c'est moins joli qu'un Mac Mini, c'est vrai. C'est sûr. Mais dans cette boîte, je peux changer tout ce que je veux à n'importe quel moment. Je peux augmenter la RAM, je peux changer la carte graphique, je peux faire plein de trucs. Mais bon, tu comprends, chez Apple, ils font pas du cheap. Le cheap, c'est pour les autres. Et par contre, effectivement, avec la config que tu proposes, on peut mettre autant d'écrans externes qu'on veut. Il y a aussi un point sur les usages qui est intéressant. Alors bon, j'ai vu d'ailleurs que les changements de résolution avec les Mac M1 sont instantanés. C'est assez impressionnant. C'est vrai que quand on est habitué à changer de résolution de temps en temps, on se rend compte à quel point ça va vite avec le M1. Par contre, je remarquais que le MacBook Pro ne dispose que 2 ports USB-C, le MacBook Pro avec M1. Alors que la précédente version avec Intel en proposait 4, pour une machine pro, 2 ports USB-C, je trouve ça vraiment faiblard. De même, sur le Mac Mini, il y a 2 ports USB classiques, je sais pas quelle version exactement, mais avec des formats un peu classiques, et 2 ports USB-C. Est-ce que ça peut être une limitation du M1 à ce stade que de limiter le nombre de ports comme ça ? Qu'est-ce qui explique le fait que le MacBook Pro n'a que 2 ports USB-C, Guillaume ? Non, mais je pense pas que ce soit une limitation inhérente au M1, incroyable. J'ai pas l'impression. Comment est-ce qu'on peut proposer la copie d'une version précédente d'un appareil qualifié de pro avec une nouvelle version de processeur, mais avec 2 ports USB-C de moins ? Je trouve ça complètement invraisemblable. Bon, écoute. En tous les cas, pour répondre à ta question, donc effectivement, tu l'as dit, c'est un petit peu tout. Parce que là, bon, toute cette longue discussion, tout ça pour dire que oui, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire à la même fréquence,
On va dire que le M1 est au niveau d'un Tiger Lake, et même au-dessus, très légèrement. Alors attention, c'est pas 2-3 fois au-dessus, mais il est un peu au-dessus du Tiger Lake. Il est au niveau des Zen3 aussi, clock for clock, hein, pour même fréquence. Et donc il a une efficacité énergétique qui est déjà excellente, qui est au niveau de la concurrence très largement, voire un petit peu meilleure. Et en plus, oui, il est avantagé par le 5 nanomètres, c'est clair. Et est-ce que le logiciel influe ? Tout à fait, le logiciel influe aussi, hein. Le fait que il design tout à la fois, ça permet effectivement d'optimiser l'utilisation mémoire, etc., etc. Mmh. Il me semble avoir vu d'ailleurs aussi que les Mac Mini avaient des SSD qui étaient très rapides. Mmh. Donc si tu veux, tout ça fait que voilà, l'ensemble est un truc qui fonctionne très bien, oui, ça, j'en ai aucun doute. Bon, c'est le plus grand pas probablement, et notamment récent, le plus grand pas pour les Mac, qui reste une vraie performance, mais qui reste encore relativisé. Ça veut pas dire que c'est le plus grand processeur du moment, loin de là. Non, mais c'est un excellent processeur. C'est quelque chose d'historique dans le sens où c'est quand même un nouvel entrant dans le marché des processeurs. Il n'y en a pas tous les jours, hein, donc ça c'est vrai que c'est historique pour Apple. Après, les performances c'est très bien, mais de mon point de vue, moi je reste persuadé que au niveau perf, s'ils avaient voulu avoir un niveau de performance meilleur que celui d'Intel et pas s'emmerder, ils auraient pris de l'AMD. S'ils ont fait ça, c'est moins une question de performance qu'une question de maîtrise de plateforme. Bien sûr, moi, mais c'est une double réponse. C'est une double réponse. Je pense que c'est la maîtrise de la plateforme avant tout, et avec la meilleure performance possible. Mais tu as raison. Je pense que l'argument de la maîtrise totale, c'est la logique du Mac. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle tu achètes un Mac aujourd'hui, sauf si tu achètes de manière pas éclairée. Mais quand tu es éclairé des sujets tech et que tu achètes un Mac, c'est que tu fais les choses en connaissance de cause, en rentrant dans un écosystème qui est entièrement piloté par Apple. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, plutôt que de se connecter par des ports, là je parlais de USB-C, notamment à Internet, on peut se connecter en Wi-Fi, c'est quand même communément répandu. Et alors là, Guillaume, moi j'ai fait un aveu, désormais j'ai abandonné le fait que je comprendrais un jour les différentes nomenclatures pour le Wi-Fi, et même comment ça marche. Pour moi, c'est un peu de la sorcellerie, tu vois, j'ai accepté le fait que je comprendrais jamais exactement comment c'est possible, mais en tout cas, il y a de l'actualité, il y a des nouvelles fréquences, pour le Wi-Fi, Guillaume. Le Wi-Fi c'était à 2,4 GHz, puis à 5 GHz, et maintenant même cette bande commence à être un petit peu encombrée. Alors elle va le devenir, hein. Donc la FCC va octroyer au Wi-Fi une bande supplémentaire autour de 5,9 GHz, elle était réservée pour les véhicules. Alors les constructeurs automobiles l'utilisaient pas, mais ils sont quand même pas contents de la perdre, c'est ça qui est rigolo. Bon, en tout cas, c'est que 45 MHz de bande supplémentaire, c'est toujours ça de prix. Le grand progrès viendra effectivement des appareils Wi-Fi 6E, qui pourront utiliser des bandes plus larges, autour de 6 GHz. Donc on pourra plus facilement se rapprocher en pratique des maxima théoriques, hein, qui sont quand même pas loin des 10 gigabits par seconde, et qui sont bien loin de ce que j'ai moi en Wi-Fi perso. Donc avec une nouvelle bande pour une nouvelle vie, les débits réels autour du gigabit par seconde pourraient devenir possibles quand même. Alors pour ceux qui ont remarqué, c'est une bande qui est aussi utilisée par la 5G. Effectivement, mais bon, la bande est large et il pourra y avoir de la place pour tout le monde. Moi, j'espère juste qu'il n'y a pas des allumés qui vont venir brûler nos routeurs Wi-Fi 6 dans le salon, parce que... Parce que ce serait les mêmes fréquences que la 5G et que ça propage le Covid, c'est ça ? Exactement. Je peux comprendre. Tout ça à cause de Bill Gates. Salaud. Guillaume, donc tu vas nous parler de Microsoft qui sort presque une planète. Oui, après Cortana, il y a un autre truc qui sort de la Xbox qui arrive chez les PC. La Xbox One, elle est extrêmement bien sécurisée. Donc à ma connaissance, il n'existe toujours aucun hack et aucun moyen de lancer des copies de jeux, de lancer des logiciels maison, rien. Alors la recherche continue, mais ça risque d'être compliqué. Parce qu'en 2019, Tony Chen faisait une longue présentation à PSEC pour décrire en détail la méthode de protection de la Xbox One. Dans le système surpuce de la console, il y a une unité spéciale qui s'appelle le Security Processor. Donc il gère le chiffrement d'absolument tout ce que voit passer le CPU. C'est lui qui chiffre, mais c'est lui aussi qui gère les clés, il gère le Secure Boot, l'authentification avec Xbox Live, l'intégrité matérielle, tout. Et une Xbox One, c'est compliqué. Il y a un hyperviseur à la base qui a une politique très stricte, donc les pages mémoire exécutables doivent être signées par Microsoft, une page qui est exécutable ne peut pas être modifiée, l'hyperviseur fait tourner un OS minimal, et cet OS minimal maintient 2 machines virtuelles, il y en a une petite, le SRA pour le système, il y en a une grosse qui s'appelle ERA pour les jeux. Et donc les disques virtuels qu'elle utilise, ils sont chiffrés et authentifiés avec des hashes pour l'arborescence complète. Donc l'OS est partitionné, il y a une partition qui est non modifiable et une partition qui est modifiable mais qui ne peut jamais contenir de code. Les jeux sont fournis sous forme d'images disques qui sont chiffrées et qui le restent jusqu'à ce que les données intègrent le système surpuce, la RAM elle-même est chiffrée.
On se croirait chez Apple. Ah mais écoute, c'est exactement ça. Les clés de déchiffrement et les informations de licence ne peuvent pas être déduites, peuvent être déduites justement que par le security processor. Et elles sont stockées dans un registre interne. C'est-à-dire que la clé n'est nulle part en mémoire. Elle est dans la puce, dans le streaming crypto engine, et c'est tout. Donc le lecteur Blu-ray, lui, il est signé, il doit s'authentifier auprès du security processor. Tout est signé en cascade au moment du boot. Bref, la Xbox One, c'est Parano 2000. Et il y a une bonne raison pour ça, hein. Parce que c'était la fête du slip sur Xbox 360, et en tant que fabricant de console, ton client est un ennemi, puisque voilà, ton client va sauter sur l'occasion d'exploiter toutes les failles possibles et imaginables de ta console pour pas payer les jeux. Et en plus, il a un accès physique à la machine, hein, il l'a acheté, donc il l'a contre lui, et ça c'est l'horreur, puisque voilà, chaque patte apparente, chaque composant sur une carte mère peut être écouté, peut servir à injecter du code malicieux, c'est l'enfer. Donc pas étonnant que la pauvre console ait des angoisses, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est une grande angoissée, la Xbox One. Et ça marche, hein. Microsoft est tellement content de son système en fait qu'il compte prendre ce security processor de la puce de la Xbox One et en faire un composant pour un composant qui va s'appeler Pluton, effectivement. Et ce sera une unité à inclure dans le processeur d'un PC lambda pour pouvoir reproduire la chaîne de sécurité qui a été vue sur console, et qui donc devrait intégrer le mainstream. Alors, Microsoft travaille pour ça avec Qualcomm, AMD et Intel, hein, pour que les prochaines machines soient donc nettement plus sécurisées qu'actuellement. Alors, les pros me diront qu'il existe déjà une puce pour ça, qui s'appelle TPM, pour Trusted Platform Module. Donc c'est des puces qui sont souvent des puces physiques, hein, qui stockent les clés crypto, qui sont utilisées pour chiffrer avec BitLocker par exemple, hein, ou sécuriser le boot et l'authentification pour Windows Hello. Mais bon, TPM ça pue, dit Donny Chen. Enfin, il dit pas vraiment ça, mais d'après lui, TPM discute avec le CPU via le Southbridge, les bus les moins rapides, et ça c'est une vulnérabilité intolérable. Parce que le Southbridge peut être intercepté si on a un accès physique à la machine. Bon, Pluton pourrait protéger des failles Spectre et Meltdown et compagnie, mais cette techno m'enchante pas vraiment, à première vue quand même. Parce que si dans le cas d'une console, l'utilisateur c'est l'ennemi, dans le cas du PC, hein, ça n'a rien à voir. L'utilisateur n'est pas un ennemi, lui non plus, il veut pas qu'on rentre dans son PC, tu vois. Et il est très rare, hors cas particulier, qu'un pirate cherche absolument à savoir à avoir physiquement accès à ton PC et les triture pour ça, quoi. Donc c'est justement les attaques contre lesquelles on doit se prémunir les consoles. Donc c'est quand même deux mondes vraiment différents. Donc tout verrouiller à ce point, ça ouvre la porte quand même à un contrôle très élevé, hein, de tous ceux qui contrôlent la plateforme ou les serveurs DRM. Alors Microsoft s'en défend, hein, mais les futures puces AMD, Qualcomm et Intel pourraient donc intégrer Pluton, mais vous pourriez toujours monter un PC vous-même quand même, hein, avec un support Linux qui serait prévu, mais qui n'existe pas encore. Bon, on verra sur pièce, mais effectivement, hein, toi aussi, j'ai l'impression que tu la sens, cette odeur sucrée un petit peu écœurante, tu sais, tu vois pas que ça sent un petit peu trop la pomme ? Oui, c'est vrai que ça donne envie probablement. Et je comprends mieux aussi un nouvel enjeu des services de jeux distribués par le cloud, avec du cloud gaming, c'est que tu t'affranchis d'une dépense récurrente très importante en matière de recherche, de développement et d'investissement pour protéger ton écosystème, parce que j'imagine que quand tu distribues un service sur le cloud, va pirater les jeux. C'est peut-être pas si simple. Justement, écoute, la transition est parfaite pour parler de jeux vidéo. Allez, on continue à parler un petit peu de composants de nos machines pour voir à quel point ça tourne bien avec les premiers tests des Radeon RX 6000, Guillaume. Oui, c'est Noël, hein, donc les PlayStation 5 et Xbox se font rares, mais il reste le jeu sur PC. Alors les cartes GeForce de série 3000 sont là aussi. Non, en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Les 3080 sont en rupture, les 3070 se font très très rares, décidément. Bon, les Radeon RX 6800 sont aussi de sortie, alors que valent-elles ? Elles viennent d'être testées sur une bonne quinzaine de titres par The Verge. Le but étant de savoir quelle carte vous permettrait de jouer en 4K avec tout à fond aujourd'hui. Donc on était comparé la vaillante GeForce 1080, la 3070 et la RX 6800 en 4K sans surprise. La 1080 est un peu juste en poussant tous les réglages à fond, même si quelques titres restent jouables quand même à 30 FPS ou plus, hein, comme Gears 5, Shadow of the Tomb Raider, Witcher 3 et Death Stranding, etc. Bon, pour plus de fluidité, ou pour des monstres comme Watch Dogs Legion ou Flight Simulator, la 3070 s'impose.
Elle propose en plus le ray tracing, qui est pas disponible sur la 1080, et la nouvelle venue, la RX 6800, fait mieux que la 3070. Bon, on peut résumer simplement les tests en disant que la RX 6800 double les performances de la 1080, et dépasse d'environ une dizaine de pourcents la 3070, parfois plus, parfois moins. Elle a aussi 16 Go de RAM vidéo, donc c'est de quoi voir venir. Le tout pour un prix annoncé de $579 contre 500 pour la 3070. Donc, elle propose aussi l'accélération ray tracing, mais ses performances sont systématiquement légèrement moindres que celles de la 3070 quand on l'active. Bon, alors parce qu'évidemment, c'est déjà la seconde génération de cœur RT pour les GeForce, mais c'est la première génération pour les Radeon. Cela dit, ça confirme que les Radeon sont à nouveau compétitifs en haut de gamme. En fait, la RX 6800 XT est au niveau de la 3080, elle se permet même de la battre parfois, tout en étant $50 moins cher. Et la 6800 reste une proposition honnête par rapport à la 3070, même si c'est vrai que l'absence de DLSS et le ray tracing un petit peu moins efficace peuvent la rendre moins attrayante, malgré des perfs qui sont légèrement meilleurs quand même. Bon, tout ça c'est en théorie, parce que bonne chance pour trouver une 3070 ou une RX 6800. En ce moment, perso, je n'ai pas trouvé une seule à vendre. Enfin, en tout cas, pas un prix raisonnable, parce que j'ai trouvé sur Rue du Commerce, par exemple, j'en ai trouvé une à 1068 €. What the fuck? Donc les cartes graphiques comme les consoles se font scalper. Voilà, en cette fin d'année, c'est triste, et pitié, n'achetez pas, attendez, n'encouragez pas, c'est pratique. Ouais, c'est pas beau, surtout pour gagner comme ça quelques performances qu'on peut peut-être attendre un petit peu avant de les avoir quand même. Les PlayStation 5, justement, un petit mot, Guillaume. Ben oui, la PlayStation 5 est sortie, ça y est, c'était le 19 novembre dernier, et bonne chance, si vous l'avez pas encore reçu, les stocks sont rikiki, et en fait c'est partout. Au Japon par exemple, Sony a vendu 3 fois moins de PlayStation 5 que de PlayStation 4 pendant les 3 premiers jours de son lancement. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Japonais s'en foutent? Non. En fait, ils ont vendu dans les 115 000 machines. C'est pas ça, à mon avis, qui va saturer la demande, c'est juste qu'ils ont pas plus de consoles à vendre que ça. Et Microsoft, d'ailleurs, a vendu même un petit peu moins de Series X que de One à l'époque. 20 500 contre 23 000, et c'est très probablement pour les mêmes raisons. La pandémie a tout compliqué, alors que Sony tente de faire un lancement dans 65 pays différents, c'est-à-dire 2 fois plus que pour le lancement de la PS4. Donc il est très difficile d'avoir une PlayStation 5 ou une Series X, non seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'en plus, la pénurie avait été prévue, c'est aussi à cause d'une pratique totalement abjecte, le scalping, encore une fois, ben oui, parce que des créatures, je me refuse à appeler ça des gens, mettent en place des bots qui achètent instantanément des PlayStation 5 par dizaines, la seconde de leur sortie, et qui les revendent 2, 3, 4 fois le prix sur eBay, sur Le Bon Coin ou n'importe où. En Angleterre, les sites de Tesco et Game ont craché à cause des bots. Je suis allé sur eBay, en cliquant « Vente réussie », on trouve que le prix moyen d'une PlayStation 5 aujourd'hui, c'est 900 €. Et ça me rend triste. Voilà, ça pique mon petit cœur. Les scalpers sont un fléau, mais ils existent toujours uniquement parce que ça marche. Des gens achètent, je le vois sur eBay, des PlayStation 5 à 1000 balles. Il y a exactement 3729 PlayStation 5 qui se sont vendus entre 800 et 1000 € sur eBay, au moment où j'ai regardé, c'est-à-dire cet après-midi. Dont une bonne partie avec 50 € de frais de port qui viennent du Royaume-Uni, d'Allemagne, etc. Donc pitié, arrêtez de nourrir les scalpers. Tant que vous paierez, les scalpers scalperont. Ouais, effectivement. Mais probablement, effectivement, que le problème est plus dans la consommation parce que, effectivement, il y en a qui sont prêts à ça, à dépenser ces sommes-là pour ces produits à ces périodes-là. Tout ça pour, au final, encore une fois, c'est toujours un petit peu important de le rappeler, mais pour quel bénéfice en termes de jeu? Bon. Toujours sur les consoles, alors plus particulièrement sur le cloud gaming, Guillaume, on a une proposition commerciale imbattable qui arrive pour qui veut jouer à Cyberpunk dans les jours à venir. Oui, bah enfin je sais pas, en tout cas, c'est vrai que si tu parles de Stadia, évidemment. Et oui, c'est vrai, Stadia, un an plus tard, Stadia est toujours là. Il y a même 135 nouveaux jeux annoncés sur la plateforme. Et oui, une offre promo tentante, en fait, avec Cyberpunk 2077, puisque si vous achetez le jeu, vous obtiendrez la manette, donc la manette Pro, là, le Chromecast et un mois de Stadia Pro. Tout ça pour les précos jusqu'au 17 décembre. 17 décembre, ou dans la limite des stocks disponibles. Bon, je sais pas exactement combien, on ne connaît pas les stocks de toute façon, donc... Stadia est toujours là, donc, et il est aussi globalement toujours le même, donc il y a toujours les petits soucis qu'il y avait avant, même 4K, pas au niveau d'une 4K native sur un bon PC ou une Xbox One X, mais bon. Par contre, comparé à il y a un an, il faut quand même rendre justice à Stadia, le service est désormais gratuit en 1080p, il y a 80 jeux qui sont déjà disponibles et donc 135 qui arrivent rapidement d'ici la fin de l'année. Stadia Pro donne accès à 31 jeux pour $10 par mois.
Destiny 2 est d'ailleurs jouable en mode gratuit, et ce système de free-to-play pourrait en fait sauver le service dans son ensemble. Ça et des gros coups de promo, évidemment, comme celui de Cyberpunk. Parce que face à Luna, xCloud ou GeForce Now, Stadia, c'est effectivement un service gratuit. Avec des free-to-play, c'est effectivement du cloud gaming totalement gratuit, à mon sens. Donc des sortes de produits d'appel. Donc Stadia sera dispo via une web app sur iOS, il va chercher à être disponible sur le plus de plateformes possible, avec un simple identifiant Google que presque tout le monde a. Voilà, tu peux accéder à des jeux complets. Et on peut imaginer que tu puisses jouer à Warframe, à Fortnite, à tout ce que tu veux, sans avoir la machine. Et c'est vrai qu'avec des consoles géantes dotées de disques rikiki, qui en plus sont virtuellement pas disponibles, le cloud gaming, ça peut aussi tirer son épingle du jeu, quoi. Donc Stadia va-t-il réussir à rester pertinent une année de plus, alors que la concurrence ne cesse de se développer? Bon, écoute, voilà, ça va dépendre aussi des exclus Stadia. Parce que oui, Stadia a des studios. Bon, pour l'instant, c'est silence radio total, mais peut-être un jour, on va savoir, on aura quelques infos, même peut-être, soyons fous, des bandes annonces. Il faut pas enterrer Stadia encore. Mais alors, par contre, moi, je pense qu'ils ont une stratégie maintenant chez Google. C'est la même que pour répandre des Google Home Mini partout. Tu sais, il y a 2 ans, il y en avait partout. Tout le monde en avait au pied du sapin, en plusieurs exemplaires. C'était offert à peu près tous les achats possibles. Je caricature à peine. Et là, a priori, de ce qu'on a vu, il y a aussi les abonnés à YouTube Premium qui se voient offrir des kits Stadia. Bon, écoute, c'est nos limites. Tout le monde aura son petit Stadia, même si ça ne marche plus dans quelques temps. Écoute, en attendant, on va plutôt parler, on va se mettre dans la peau de la chronique des composants d'il y a quelques années, une fois de plus. La première chose, c'est pour parler de Flash. Alors moi, je me rappelle d'une discussion à l'époque où Flash était très actif, où moi-même je faisais des interactions Flash sur le web, et je voyais des personnes qui interagissaient avec moi et qui disaient ces trucs modernes, c'est bien joli, je trouve qu'on a perdu l'authenticité des gifs d'antan, on était très créatifs. Tu vois, c'est vraiment il y a très longtemps, on me disait ça déjà. Et en fait, c'est marrant de voir que le GIF perdure et est plus actuel que jamais et que le Flash est de plus en plus enterré. Mais ce serait dommage quand même de perdre tout ce patrimoine vidéoludique qui a été développé avec Flash, Guillaume. Bah oui, ça serait dommage, oui. Enfin, en fait, j'en sais trop rien parce que je dois t'avouer que je suis un peu passé à côté de Flash, honnêtement. Il y a des choses incroyables. Probablement, tu vois. Mais bon, je sais pas. Je suis pas hyper au fait de tous les trucs qui ont été faits en Flash, mais je reconnais que c'est une partie de la mémoire d'Internet. Et donc c'est une partie de la mémoire qui officiellement est complètement morte, puisque Flash c'est fini, le 31 décembre, Adobe non seulement ne proposera plus aucune mise à jour, mais il conseille déjà de le désinstaller et de plus jamais l'utiliser. Et donc il y a effectivement des sites qui, donc comme Flashpoint, qui regroupent déjà des milliers de jeux d'animation Flash, et il y a dernièrement, il y a l'Internet Archive qui s'est mis à recenser les animations, les jeux comme ça en Flash. Alors évidemment, comment ils utilisent pas Flash Player, ils utilisent Ruffle, qui est un émulateur d'Adobe Flash, et qui fonctionne sur le web, via WebAssembly. Et en fait, ça marche très bien, j'y suis allé d'ailleurs, j'ai regardé deux conneries. T'as joué à Yeti Sport? Non, j'ai pas joué à Yeti Sport, j'ai... la nana avec son machin, là, avec son poireau, enfin bon, bref, on s'en fout. Je le connais pas, mais je vais aller regarder tout de suite. Et le Motti ma girl. En tous les cas, oui, donc ça marche effectivement très bien, et c'est effectivement un truc de préservation assez important. Comme aussi ce que font, parce que oui, tu en as parlé en intro, moi ça m'a vraiment beaucoup amusé, comme ce que font les gens d'Alexandria, de Gaming Alexandria, donc comme la bibliothèque d'Alexandrie du gaming, donc il y a un mec qui s'appelle Dylan Mansfield qui travaille pour Gaming Alexandria, et qui s'est intéressé à un truc dont on a entendu parler dans les années 90, c'était un projet de casque de réalité virtuelle sur Mega Drive. Génial. Et oui, sur Mega Drive, vous avez bien entendu. Alors pour ceux qui pensent que le PSVR c'est la première, tu vois, c'est un petit peu perfectible, tu vois, voilà, c'est un petit peu... Imaginez ce que ça pourrait être sur Mega Drive. Eh ben écoute, maintenant t'as même plus besoin de l'imaginer, puisque ce mec a réussi à retrouver le code source d'un jeu qui s'appelle Nuclear Rush, et qui devait sortir, qui n'a jamais été terminé, mais qui devait sortir sur le casque Segavert, qui devait sortir donc, et à quelque chose comme $200, et qui avait donc 2 écrans, et ça fonctionnait à 15 Hz, donc le taux de rafraîchissement était 15 Hz. Alors voilà, aujourd'hui on se plaint parce que le PSVR c'est 60 Hz, alors que ça devrait être 72 ou 90, là c'était 15 Hz,
Et évidemment, on était dans un tracking à ce qu'on appelle aujourd'hui 3 degrés de liberté, c'est-à-dire que voilà, évidemment, il n'y avait pas de tracking inside out, rien, hein, c'était juste un gyroscope. Donc si vous penchiez la tête, etc., ça le détectait, mais si vous décaliez, évidemment, ça le détectait pas. Et donc ce gars a réussi non seulement à faire fonctionner Nuclear Rush, mais aussi réussi à émuler le fonctionnement supposé d'un casque VR de Sega sur un HTC Vive. Et donc il y a une vidéo comme ça, et peut-être même que vous pouvez l'essayer si vous avez un HTC Vive, hein, je pense que ça sera téléchargeable très rapidement. Et donc on voit effectivement ce truc-là. Alors c'est en 3D, hein, c'est en véritable stéréoscopie, hein, comme la VR d'aujourd'hui. Et oui, quand vous tournez la tête, effectivement le décor bouge. C'est absolument hideux. Je comprends assez bien pourquoi c'est jamais sorti, mais c'est quand même vraiment fascinant de voir qu'ils avaient osé fabriquer un prototype de ce truc-là déjà en 1993. Qui devait générer du vomi à la minute de manière assez incroyable. Le pitch quand même du jeu, en 2032, l'électricité est avec une demande très importante. Il y a une demande très importante d'électricité, mais les énergies fossiles ont disparu. Ouh, prémonitoire. Bon, écoute, je sais pas si on aura l'occasion de tester un jour ce casque VR, Guillaume, mais je pense qu'il faudra pas qu'on ait mangé beaucoup avant. En attendant, on va conclure notre émission. On a des petites choses à vous compléter comme promis en intro. Alors tout d'abord, Guillaume, on doit à nos auditeurs la solution à l'énigme Tech Café. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette énigme ? Oui, alors effectivement, donc voilà, là, on va faire la petite soluce puisqu'on y est, on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude donc sur cet épisode pour faire ça. Alors oui, donc dans l'épisode 199, donc autour de l'épisode 200, il y avait une petite énigme, un petit jeu de piste tout petit, tout se passe sur la page donc sur le site de techcafé.fr de l'épisode 199, et donc le jeu a été annoncé à l'épisode 200. Et en fait, donc sur cette page 199, vous avez le plus évident, c'est l'acrostiche hein, qui QAnon Success, qui peut être lu sur un PC, mais apparemment très difficilement sur un téléphone. En tout cas, ça peut être lu, mais de toute façon, ce n'est pas du tout un indice, c'est juste une fausse piste en fait, hein, puisque les lettres qui suivent ne servent strictement à rien. Et d'ailleurs, alors c'est dans le 200, je crois qu'il y a un truc caché, il y a un petit segment audio. Il est pas trop caché, hein, il est très évident. Oui, le segment audio est très évident en fait. Bon, évidemment pour le déchiffrer, il suffit de télécharger le MP3. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple via Podcast Addict, hein, en tout cas comme vous voulez, vous téléchargez le MP3 du truc, vous prenez Audacity par exemple, et vous retournez le segment, vous utilisez les outils d'Audacity pour retourner le segment, pour changer sa vitesse, pour le ralentir, et tout ce qu'il y a marqué, enfin tout ce que ça contient, c'est juste vas-y, c'est toi qui l'avais fait d'ailleurs, c'est les notes de l'émission de Guillaume Poggispala sont très bien faites et parfois elles contiennent des mystères. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça qui est dit. Voilà. C'est exactement ça. Et donc effectivement, dans ces notes de l'émission, dans le 99 et dans le 200, je dis que il faut regarder au-delà des mots et que parfois, j'ai même mentionné aussi que c'était le chat qui gagnait toujours. Et donc oui, effectivement, l'étape suivante, elle est dans la photo. La photo du chat, alors c'est le chat de Miles Morales, hein, le chat Spider-Man, et donc quand vous téléchargez, alors évidemment vous ne pouvez rien voir si vous ne téléchargez pas la photo. Donc il faut faire un clic droit, vous téléchargez la photo sur votre disque dur, et là normalement vous ne voyez rien, mais si vous avez de très très bons yeux et que vous êtes très très attentif, vous pouvez voir une très très légère ligne et quelque chose un petit peu bizarre vers le bas de l'image, ça se voit un petit peu quand même. Ça se voyait moins au début, mais bon, voilà, on m'a dit que c'était un petit peu trop invisible. Mais effectivement, là, ça se voyait un peu moins, donc en fait c'est un filigrane, hein, tout simplement. Donc pour voir ce filigrane, vous utilisez un logiciel de retouche photo, celui de votre choix, comme photofiltre, n'importe quoi, GIMP, et vous jouez sur les contrastes, sur la luminosité, vous vous débrouillez sur les couleurs, et vous voyez apparaître un message texte en clair, hein, tout simplement, où il y a marqué quelque chose comme bravo petit curieux, bienvenue sur Anon Café, et il y a une URL. Donc cette URL, ça pointe vers une archive Dropbox, ça pointe vers un compte Dropbox, et ce compte Dropbox, dessus il y a un zip que vous pouvez télécharger, et ce zip il est protégé par mot de passe. Alors le mot de passe, qu'est-ce que c'est ? Le mot de passe, c'est pas très compliqué, en fait, c'est Anon Café, tout simplement, c'est l'autre truc, hein, l'autre mot, quoi, l'autre truc qu'on déchiffre dans l'image, tout simplement. Donc quand vous ouvrez ce zip, vous avez un fichier texte, hein, qui vous dit que le
Le passé permet parfois d'interpréter le présent, et vous avez un fichier exécutable qui ne se lance pas. Il se lance pas nulle part. Un fichier exécutable, donc, il se lance pas ni sur Windows, ni sur Mac, nulle part. En fait, ce truc se lance, mais où, pour le savoir, bon, vous pouvez par exemple ouvrir le fichier et constater que il s'agit bel et bien d'un fichier exécutable. Enfin, si vous voyez l'entête... Si on l'ouvre sur un bloc-notes, par exemple. Si vous l'ouvrez sur un bloc-notes ou sur un Exedit, vous voyez effectivement qu'il y a bien l'entête d'un fichier exécutable. D'un fichier exécutable ancien, et surtout, vous voyez que c'est un truc qui a été compilé par Turbo Basic. Alors, Turbo Basic, qu'est-ce que c'est? Si vous cherchez sur Wikipédia, Turbo Basic, c'est tout con, hein, c'est un langage de programmation sous DOS, voilà, qui date des années 80, 90, mais plutôt même 80. Donc, c'est un vieux langage, et les vieux langages produisent des vieux programmes pour les vieux OS. Donc, tout simplement, pour exécuter ce programme, il faut être sous DOS. Alors, être sous DOS, évidemment, pour exécuter ce programme sous DOS, vous avez le choix. Soit vous avez un vrai PC DOS, et ça fonctionne très bien, vous pouvez le transférer. D'ailleurs, petit tips, si vous avez un portable, un vieux portable, même un portable Windows, alors non, pas un vieux portable vraiment si vieux que ça, mais un portable sous Windows 95, vous avez un truc assez intéressant pour les portables Windows 95 et 98, c'est que la plupart des portables ont à l'époque des ports PCMCIA. Les ports PCMCIA, c'est donc ces espèces de cartes de crédit comme ça qu'on enfichait dans les trucs, vous vous souvenez sans doute. Et ce qui est intéressant, c'est que Windows 95 et 98 ont les drivers IDE par défaut intégrés. Or, les cartes Compact Flash sont des cartes qui donc sont utilisées par les photographes encore de nos jours, mais qui ont été utilisées aussi comme carte mémoire avant les cartes SD. Et ces cartes Compact Flash qui sont très peu chères et qui se trouvent assez très très facilement sont au format IDE. Et elles ont le même pinage. Et il existe, là encore, qui coûte absolument rien, des adaptateurs PCMCIA Flash. Donc si vous voulez transférer le fichier sur un PC, donc soit vous utilisez un lecteur de disquette USB, soit vous pouvez l'envoyer sur une carte Compact Flash et utiliser un adaptateur Compact Flash, donc PCMCIA, mettre la carte PCMCIA dans votre PC, il sera reconnu par Windows 95 et vous pourrez utiliser le fichier aussi. Bon, je m'égare un petit peu, mais bon, en tout cas, c'est... Non, c'est intéressant il y a de plein pouvoir de relevés qu'on peut exploiter comme ça. Oui, il est très... Oui, si vous avez un portable sous Windows 95, en fait, vous pouvez faire des transferts très très facilement entre les deux, comme ça, via Compact Flash, puisque les lecteurs Compact Flash sont très très faciles à trouver aussi sur PC, donc vous n'avez même pas besoin de disquette en vrai, mais évidemment, vous pouvez aussi utiliser un lecteur de disquette USB si vous en avez un. Toujours est-il que la manière la plus simple et de loin, c'est d'utiliser un émulateur DOS, donc vous avez le choix des armes, mais évidemment DOSBox est le plus simple, je suppose. Donc il suffit de télécharger DOSBox, vous montez votre disque, votre répertoire, donc sous DOSBox, vous montez le disque et vous transférez votre fichier sur le répertoire où vous avez monté votre disque et vous l'exécutez sous DOSBox. Et là, et voilà, c'est un programme extrêmement simple qui vous demande quel est le meilleur podcast du monde. Et si vous répondez convenablement, vous aurez une petite citation et une URL pour aller tout simplement compléter, écrire votre nom sur un site où vous serez comptabilisé comme gagnant, comme les deux gagnants que nous avons eus, puisque évidemment le jeu est officiellement fermé, puisque j'avais ce truc-là, le jeu est bien entendu terminé, et on a eu deux gagnants, donc bravo à eux, bravo à Kevin, bravo à Mathieu, qui ont été les deux à nous, en tout cas jusqu'à présent, il me semble, à nous... Je vais revérifier si on a eu d'autres gagnants. Oui, ça serait pas mal quand même. J'ai pas vérifié. Ce serait pas mal. Dommage. Ce serait pas mal. Donc voilà, donc bravo à eux. Voilà, c'était un tout petit jeu de piste, voilà, pour montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, de faire les grands mystérieux et d'avoir ce genre de trucs. Ça m'a bien amusé. J'espère que ça vous aura amusé aussi, en tout cas ceux qui s'y seront frottés. En tout cas, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, dites-vous que je suis un gros vicieux et c'est à cause de moi. Et peut-être qu'on réitérera l'initiative, mais il faudrait vraiment que vous nous le demandiez, et que vous le demandiez très fort à Guillaume Poggiaspala. Pour la petite anecdote, ça prend du temps, et pour la petite anecdote, c'est bien parce qu'il m'a prévenu longtemps en avance, Guillaume, il m'a prévenu à peu près la veille de l'enregistrement. T'as quand même été mon bêta-testeur. Ouais, c'est vrai. J'ai galéré quand j'ai découvert l'exécutable après pour comprendre ce que je devais en faire. Tu vois, le DOS, c'était trop étranger à mon esprit. Mais bien joué en tout cas, Guillaume, pour avoir pris le temps de préparer ça. Pour la petite
petite anecdote, le Mathieu que tu cites qui a gagné, qui a trouvé de son tout seul, de par son lui-même, c'est lui, hein, donc que je citais en début d'épisode et qui est à l'initiative du serveur Discord, du compte Instagram, ce qui fait une transition parfaite pour vous inciter justement à rejoindre le serveur Discord dont vous avez le lien dans les notes de l'émission et à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Tech Café Podcast. Vous aurez bientôt, dans quelques jours, un nouvel épisode de Tech Café Domotique. Vous l'avez beaucoup demandé sur Home Assistant. Vous étiez nombreux à dire qu'on parlait beaucoup et que l'équipe de Tech Café Domotique parlait beaucoup de JDOM. Désormais, ils vont vous avoir parlé de Home Assistant avec un expert en plus sur le sujet. Donc, j'ai hâte de voir vos retours. Et puis, on ne peut que vous inciter aussi, Guillaume et moi, à aller écouter Paraculte en vous rendant, par exemple, sur paraculte.fr. On a parlé de manga en long métrage avec Makia et Your Name qui m'a beaucoup marqué et je sais que je suis pas le seul. Merci par avance de réserver le meilleur accueil possible dans votre lecteur de podcast à Paraculte. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, si on veut échanger avec toi? Écoute, probablement sur Paraculte, probablement, alors j'allais dire sur Discord, en fait, je suis même pas encore allé. Chaque chose en son temps. Mais ça viendra. Puis en attendant, je sais pas, peut-être sur Nuclear Rush. Oh oui, mais avec le sac à vomi, c'est important. Moi, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et vous me retrouvez également tous les 15 jours dans Relife, un autre podcast sur l'amélioration du quotidien que je fais avec mon copain Matt, alias prof du web, avec la plus belle des voix québécoises. Je vais y arriver. Merci beaucoup pour votre fidélité dans l'écoute de Tech Café. Merci beaucoup pour votre attention sur tous ces appels à l'action en fin d'épisode. Et on vous dit à très 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 bientôt pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.